Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir, ma chaîne où on parle des chefs-d'œuvre du cinéma et de la bande dessinée. Et ce soir, comme tous les mois, on va parler de mes trucs préférés du mois de décembre 2019. C'est tous les trucs qui m'ont passionné, tous les trucs que je vous conseille de découvrir ou de redécouvrir, c'est vraiment ce qui m'a plu le plus. J'en garde un petit peu sous le coude, il y a des films dont je vais pas parler parce que après cette vidéo, je vais vous faire évidemment mon top et mon flop film de l'année 2019. Voilà, je sais que vous l'attendez tous avec impatience. Moi j'ai très hâte de le faire parce que je me marre à chaque fois, chaque année. Je passe un super moment à faire ces vidéos là. Donc ça va sortir bientôt. Avant de vous parler aussi des trucs que j'ai préférés ce mois-ci, j'ai envie de vous parler d'un gros projet que j'ai lancé il y a pas très longtemps. Avec des copains acteurs, on va filmer une de nos parties de jeux de rôle dans l'univers de Game of Thrones. Voilà, ça fait longtemps que je fais du jeu de rôle, ça fait longtemps que j'avais envie un petit peu d'immortaliser ça. Et donc on s'est lancé dans ce défi là. Il y a une vidéo de présentation qui a été tournée, qui est publiée sur ma chaîne Écran Noir. Alors vous pouvez un petit peu la regarder si le sujet vous intéresse. Après, ce sera une série qui aura sa propre chaîne YouTube dédiée. Donc je vous invite vraiment à le suivre sur les réseaux sociaux, je les indique dans la vidéo. Voilà, si vous aimez bien Game of Thrones, si vous aimez bien jeu de rôle, je vous invite à aller voir ça. Je vous assure qu'il va y avoir du niveau. On va sûrement peut-être même faire un crowdfunding. Voilà. C'est un petit projet comme ça qui risque de se concrétiser, qui va être plutôt bien sympa à mon avis. D'ailleurs, en parlant de Game of Thrones, je sais pas si vous le saviez, mais HBO, la chaîne qui a fait Game of Thrones, ils avaient lancé la production d'un préquel, Blood Moon ou un truc comme ça, qui parlait des milliers d'années avant la série de ce qui se passait avec les marcheurs blancs. Donc voilà, tout ce qui n'était pas expliqué dans la série, on vous envoyait une petite série bidon pour essayer de vous expliquer ce délire là autour des marcheurs blancs et tout ça. Je pense à de l'heroic fantasy tout à fait classique et banale, pas très intéressante. Je suis bien content qu'il ait annulé ce projet, voilà, ils l'entègent et ils vont se recentrer sur un truc magnifique qui est vraiment le cœur de Game of Thrones. Ça s'appelle House of the Dragon et ça va parler de la guerre civile des Targaryen. George R.R. Martin, il a sorti un super bouquin dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Fire and Blood et qui parle des 300 ans de règne des Targaryen avant que la série ne commence. C'est passionnant, c'est vraiment un truc de dingue et ils se sont enfin décidés à adapter ça. Enfin, ils vont en adapter une partie quand même assez importante où les Targaryens, il y a des guerres de succession, ils se foutent sur la gueule à coups de dragons. C'est vraiment tout ce que j'aime dans Game of Thrones, la politique et tout ça. Je suis sûr que ça va être top. Je vous tiendrai au jus évidemment, on parlera de cette série si elle est aussi bien qu'elle en a l'air. Voilà, moi ça me rend bien du rêve, House of the Dragon, j'en attends beaucoup. Aujourd'hui, vraiment en premier, j'ai envie de vous parler de mon jeu de société préféré. Ça s'appelle Rencontre Cosmique et c'est vraiment le plus gros coup de cœur ludique que j'ai eu depuis des dizaines d'années. C'était des Américains qui en parlaient sur une chaîne YouTube qui me l'avait fait découvrir et quand je l'ai acheté, quand je l'ai joué avec des copains à Strasbourg, on ne pouvait plus s'arrêter. Sur plusieurs années, j'ai fait des centaines de parties, je l'ai poncé dans tous les sens. Rencontre Cosmique, c'est un jeu de rencontre entre races aliens. Votre but, ça va être de coloniser les planètes des autres par l'agression totale, violente ou par la diplomatie. Je vais mettre des images qui sont pas à moi pour illustrer le propos parce qu'il y a des gens qui utilisent l'application internet qui est super jolie. Vous allez bien vous rendre compte en tout cas déjà de la beauté du jeu et puis un petit peu de quoi ça peut ressembler. Ce que j'adore avec Rencontre Cosmique, c'est que c'est hyper stratégique et hyper fun. Avec des copains, on était un petit peu coincés à Paris, on voulait faire un jeu, ça n'a pas pu se faire parce que tout le monde n'était pas là. Et donc au dernier moment, je dis attendez, j'ai un jeu, on va le tenter. Et je suis content parce que des années après, ça a aussi cartonné. Les 4 personnes qui ont joué avec moi, elles ont adoré. On a tout de suite enchaîné avec une autre partie dès qu'on a fini la première, tellement c'était fun, marrant et tellement on s'est éclaté. Rencontre Cosmique, c'est beaucoup de diplomatie, beaucoup de blabla, c'est la création d'alliances qui vont essayer de tenir sur plusieurs tours, mais c'est surtout des alliances opportunistes. À chaque rencontre, vous allez devoir défendre votre bout de gras et essayer de tirer le meilleur parti de la situation. Ce qui est très bien avec Rencontre Cosmique, c'est que ce n'est pas vous qui décidez qui vous attaquez, vous allez tirer une carte du paquet de la destinée qui va vous dire voilà, vous avez une rencontre avec tel joueur. Et à partir de là, vous allez pouvoir appeler des alliés, celui qui est en défense, il va pouvoir également en appeler d'autres, les gens pourront répondre à ces invitations ou non, et donc il va y avoir un espèce de rassemblement de races aliens qui auront toutes des intérêts particuliers dans une situation et cette situation va se terminer par l'annihilation totale d'un des deux camps. Donc à chaque fois on joue gros. Le système de combat, c'est un système un petit peu de poker, un peu de bluff parce que vous allez poser une carte face cachée et vous allez la retourner en même temps. Il y a deux types de cartes, des cartes diplomatie, des cartes combat. S'il y a deux cartes combat, c'est une baston. S'il y a une carte diplomatie, une carte combat, celui qui a mis la carte combat gagne automatiquement. Et s'il y a deux cartes diplomatie, les joueurs ont 1 minute pour passer un marché. Ça c'est trop bien parce que c'est vachement sur le bluff. Des fois, vous allez dire aux autres oui, on va faire
faire un compromis, on va faire de la diplomatie, alors qu'en fait dans votre main vous n'avez que les cartes attaques et vous êtes obligé de mentir. C'est hyper vicieux comme système parce que des fois vous allez faire exprès d'inviter plein d'alliés alors que vous n'avez aucune bonne carte en main, juste pour que vos alliés s'en prennent plein la gueule alors que vous au final vous n'avez pas perdu de temps dans cette rencontre. Voilà, c'est un gros jeu de stratégie au tour par tour. Ce que j'adore c'est que on peut être distancé pendant très longtemps et récupérer leur tard qu'on a accumulé en faisant des petits coups opportunistes ou des choses comme ça ou des alliances qui tombent au moment. Et ce qu'il y a de vraiment absolument génial avec Rencontre Cosmique, c'est que chaque joueur va tirer au hasard une race extraterrestre, non pas parmi 2, 3, 4 ou 5 factions, non, mais parmi 50 différentes races extraterrestres. Chaque race extraterrestre a son propre pouvoir qui va venir totalement foutre la merde dans les règles. Et ça c'est génial parce que ça crée des interactions totalement différentes à chaque rencontre, ça crée des parties qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Je vous ai dit, j'ai fait des centaines de parties, il n'y a aucune partie qui est la même grâce à ces super pouvoirs extraterrestres. Alors, il y a une extension qui est sortie en France qui vous permet déjà d'avoir 75 différentes races extraterrestres, et si vous récupérez toutes les extensions qui sont sorties en Amérique, au total, vous avez 130, 140 ou 150 différentes races extraterrestres, ce qui est absolument dingue et qui promet vraiment des parties mémorables. Par exemple, je vous donne un exemple, si vous avez la race, c'est toujours des races un petit peu délirantes, si vous êtes tiré l'extraterrestre de la race des masochistes, votre but pour gagner c'est que vous allez devoir perdre tous vos vaisseaux. Donc vous faites que des espèces d'attaques suicides, vous vous mettez toujours du côté du perdant, vous essayez absolument de prendre tous les coups. Enfin du coup vous voyez bien que ça va un petit peu perturber le jeu et ça va perturber la manière qu'ont les autres joueurs de jouer avec vous. Ça c'est vachement bien aussi parce que chaque joueur a sa propre manière de jouer, par les alliances, par un côté très agressif. Des fois il va même y avoir peut-être ce que vous allez considérer comme de l'anti-jeu ou comme quelqu'un qui joue peut-être très mal, et ben n'empêche que vous allez devoir composer avec ça. C'est le principe de Rencontre Cosmique, on se retrouve face à des races extraterrestres et face à des joueurs qui vont venir un petit peu perturber notre manière de jouer, et il va falloir quand même réussir à s'imposer malgré tout ça. Je vous invite vraiment à découvrir ou à redécouvrir ce jeu qui est trop méconnu à mon goût. Je vous avoue qu'il n'est pas très optimisé pour 3 joueurs parce que ça veut dire que si 2 personnes se rencontrent, il n'y a qu'un seul joueur qui pourrait être un potentiel allié. À partir de 4, 5, 6, là c'est vraiment l'éclat total. Avec les extensions, vous allez pouvoir aller jusqu'à 7, 8 joueurs. Bon, je sais pas trop comment on joue à 8 joueurs, ça va être un gros bordel. Il y a vraiment des moments dans les parties où vous sentez une tension qui s'accumule, vous sentez que d'un coup, tout le monde s'est mêlé à une espèce de rencontre où on joue vraiment gros, ça va être un basculement de la partie. Il y a des parties où c'est une guerre généralisée et la victoire ou la défaite se joue à 1 point, c'est vraiment épique, c'est prenant. Si vous aimez la diplomatie, si vous aimez les retournements de situation, si vous aimez la science-fiction et si vous aimez passer un bon moment avec vos potes, c'est Rencontre Cosmique qu'il vous faut. Alors quand je dis bon moment, attention, la parole n'a aucune valeur dans ce jeu. C'est-à-dire que moi, un jour, j'avais un copain, et je lui ai dit viens, on pose chacun un compromis, on fait un marché et on gagne ensemble, parce qu'on peut gagner ensemble dans ce jeu, on peut gagner à plusieurs. Et il a posé un compromis et moi j'ai posé une carte attaque et j'ai gagné tout seul. C'était totalement gratuit. Mais voilà, pour vous dire que il était totalement dégoûté. Je pense qu'il m'en a voulu un petit peu. Ça peut briser des amitiés, attention. Mais voilà, il y a cette possibilité là dans le jeu. Dites-vous bien que la parole n'a aucune valeur et que le seul intérêt, votre seul but, c'est de réussir à gagner en colonisant les planètes des autres. Deuxième truc plutôt stylé dont j'ai envie de vous parler ce mois-ci, c'est la série The Mandalorian qui est sortie sur Disney+. Alors, moi j'étais un petit peu gavé de Star Wars, tout ça. Bon, je parlerai sûrement en fin d'année de mon avis sur le Star Wars 9. Et sort cette série qui, je trouve, a des très bonnes qualités. Voilà, c'est vraiment un western dans l'espace. Le principe de base d'un personnage dont on ne voit jamais le visage, c'est vraiment bien foutu. Parce que comme Dark Vador, ça utilise une technique que j'aime beaucoup. C'est qu'on arrive à nous faire ressentir les émotions d'un personnage malgré le masque qui porte sur la figure. Pour moi, The Mandalorian, ça me rappelle vraiment les dessins animés de mon enfance, avec chaque épisode raconte une histoire, il y a quand même un fil rouge, mais il y a vraiment, je trouve, au niveau du ton et de ce qui se passe, des aventures que ce mec la vit, il y a vraiment ce côté un petit peu dessin animé qui me rappelle, ouais, les dessins animés que je regardais sur Canal J, The Highlander, des choses comme ça. C'est pas vraiment une série, pour moi c'est plus un dessin animé en film. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ça a un ton quand même un petit peu plus sombre qu'un dessin animé, c'est aussi assez violent, voilà, il y a des moments où ça bastonne plutôt pas mal, ça bastonne sévère. Ça reste Disney, hein, on est quand même dans du poétiquement correct. Hein. Mais quand même, on a un personnage qui est un petit peu ambigu, enfin,
qui est clairement du côté des gentils, mais qui use de méthodes des fois un petit peu brutales. Les décors, les costumes sont vraiment super, je vous le cache pas, je trouve que ça joue un petit peu trop sur des thématiques, des décors, des visuels qui ont été déjà beaucoup trop surexploités dans Star Wars. La planète des sables, les Jawa, voilà, quand tu vois ça, c'est un petit peu fatigant, mais dès que la série elle commence à aller sur un terrain un petit peu nouveau, et bah là c'est vraiment super, tu découvres des chouettes choses. Les personnages sont vraiment bien travaillés. On espère, moi j'espérais vraiment qu'il y avait un vrai équipage qui se créerait autour du Mandalorian. Je vais pas spoiler, mais bon, si vous avez internet, j'ai un petit peu de mal à voir comment vous avez pu passer à côté de ce nouveau mème qui doit être partout dans les internets, une petite créature verte, voilà, je ne dis rien. Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, il y a des super scènes de combat, j'aime beaucoup comme ils exploitent tout l'équipement du Mandalorian. Comme à chaque fois il se sert de son grappin, son lance-flamme, son blaster, voilà, il y a vraiment ce côté là attirail du personnage qui est vraiment hyper intéressant. Son vaisseau aussi, c'est vraiment quelque chose d'assez symbolique. On sait qui est l'acteur sous le masque, mais j'aurais bien aimé qu'on nous garde encore un petit peu le mystère du mec qui garde son masque. Bon, la saison 1 le révèle, voilà. C'est dommage, je trouve ça casse un petit peu le mythe. Mais The Mandalorian, ça a pour lui de raconter une histoire originale, plutôt bien écrite, c'est tout ce qu'on demande d'un Star Wars en fait, voilà, c'est une bonne exploitation de l'univers. Attention de ne pas tomber dans la surexploitation. Dernier truc stylé dont j'ai envie de parler pour ce mois de décembre, j'ai fait l'acquisition de comics Batman dans une édition noir et blanc qui est ultra stylée. J'avais déjà acheté la première série qu'ils avaient sortie dans les éditions noir et blanc. Ils avaient fait ce Dark Knight Returns en noir et blanc, ils avaient fait Silence, ils avaient fait La Cour des Hiboux, ils avaient fait Amère Victoire, ils avaient fait Batman Année 1. Voilà, donc tout ça je les avais achetés en noir et blanc. J'adore ce délire du noir et blanc. J'ai un gros souci avec les aplats de couleurs en comics, je trouve que ça me gâche le dessin, ça me gâche mon expérience. C'est pour ça que j'en lis pas tant que ça des comics. J'ai toujours eu un problème avec ce style, pas de colorimétrie, si de colorimétrie. J'ai toujours eu un problème avec ça. Et là en fait après cette série que je vous ai citée, il y a Scott Snyder et Greg Capullo qui avaient fait toute une série qui donc viennent d'être éditées en noir et blanc. Alors j'ai pas pris La Cour des Hiboux parce que je l'avais déjà, mais La Cour des Hiboux c'est un des meilleurs Batman que vous pourrez lire dans votre vie. Il y a un nouvel ennemi à Batman qui est vraiment bien foutu, bien pensé. Les dessins sont absolument incroyables, enfin vraiment ça m'avait passionné et du coup ça m'a donné envie d'acheter la suite. Alors je vous les présente vite fait. Le deuil de la famille, vraiment très bien celui-là, j'aime beaucoup, ça renvoie une image du Joker extrêmement violente. Le Joker il s'est fait arracher le visage et il le porte dorénavant comme un masque, et le Joker va s'attaquer aux membres de la famille de Batman. Quand je parle de sa famille, je parle des Robin, de tous ces personnages, Batgirl, tout ça qui l'entoure. Ça montre une facette très violente, très perturbante du Joker, les dessins sont absolument magnifiques. Je suis un petit peu déçu qu'ils aillent pas au fond du délire de la violence du Joker à la fin. Ah dommage, moi j'aimais bien quand c'était bien glauque et bien trash. Mais franchement celui-là est vraiment excellent. Un petit peu moins fan, ils ont essayé de refaire l'origin story de Batman. C'est Batman l'an 0. Alors les dessins sont toujours absolument exceptionnels, mais je trouve que pour l'origin story de Batman, ce qu'ils ont à proposer est un petit peu moins intéressant que ce qu'on a pu voir dans Batman Année 1 et tout ça. C'est pas mon préféré, c'est le plus gros, en plus c'est un gros pavé. Les dessins sont toujours ouf, hein. Ça y a pas à dire, c'est totalement incroyable ce qu'ils font. C'est la suite directe de Le Deuil de la Famille, donc c'est quand même pas mal de l'avoir lu celui-là pour la suite. Après voilà, c'est quand même pas mon préféré. Ensuite, suite à tout ça, Masquerade, le retour du Joker. Celui-là est vraiment chouette. C'est le Joker qui revient avec des nouveaux super pouvoirs. Il débarque à Gotham, on sait pas d'où il vient, on sait pas ce qui s'est passé. Il y a une espèce de gros délire en mode horde de zombies qui envahissent Gotham. Il est assez court mais il est vraiment bien, une belle confrontation entre Batman et le Joker. Donc très chouette Masquerade, voilà, c'est pas mal, mais c'est pas encore mon préféré parce que après il y a Batman la relève. Et alors ça c'est le top. C'était vraiment trop bien Batman la relève. À la fin de Masquerade, je vous dis pas comment, mais Batman disparaît de Gotham. Et donc Gotham se retrouve sans Batman. Et qu'est-ce qu'elle trouve comme seule solution? Eh bien c'est de recréer un nouveau Batman. Et qui est le mieux placé pour reprendre le rôle de Batman à la place de Bruce Wayne? Et ben c'est Jim Gordon qui s'y colle, l'inspecteur Jim Gordon qui rase sa moustache, qui se fait une putain de coupe
iroquoise, qui reprend l'entraînement Marines auquel il avait été soumis quand il était plus jeune. Il est dans une espèce d'énorme exo-armure de Batman qui est beaucoup trop stylé et il fracasse des méchants. Dans Gotham, putain, mais le pitch est tellement cool, c'est tellement bien, c'est tellement stylé, il fallait avoir l'idée, putain. Ça c'est trop bien, voilà, ça c'est vraiment excellent. Alors, je suis un petit peu déçu quand même que ce Batman-là, il se concentre pas, pardon, exclusivement sur Jim Gordon. Évidemment, après, on va revenir sur des trucs un petit peu plus classiques, mais j'aurais vraiment bien aimé qu'il soit exclusivement concentré sur Jim Gordon qui devient Batman, qu'est-ce que ça fait dans sa vie familiale, ce qu'on voit très peu, voire pas du tout, ce qui est dommage, qu'est-ce que ça fait dans l'image qu'il a de lui-même, de son travail de policier et tout ça, donc c'est clairement, c'est plutôt bien traité et tout ça, mais on va revenir sur des histoires un petit peu plus classiques vers la fin de ce comics. Les méchants sont vraiment super cool, il y a un nouveau méchant là-dedans qui s'appelle Mr. Bloom, mais qui est le méchant mais le plus stylé que j'avais vu depuis longtemps, mais trop classe. Voilà, c'est Jim Gordon qui a son premier super vilain, il est trop bien, il est passionnant, il est effrayant, et vraiment dans celui-là je trouve que les dessins, la mise en scène, les monstres qui apparaissent, ça vient vraiment au grandiose quoi, c'est vraiment super. Alors toutes ces éditions noir et blanche sont vraiment bien. Le seul petit hic effectivement, c'est que quand il te manque la couleur dans certains dessins, 2 ou 3 fois, peut-être aller 4 fois, 5 fois dans toute la série, ça m'a fait passer un petit peu à côté de ce que voulait dire une case. Après voilà, c'était une super run, je suis hyper content de les avoir achetés. C'était un petit investissement quand même, je vous le cache pas, hein, ils ont coûté assez cher. Le problème aussi, je vous le cache pas si vous les achetez de cette édition, c'est très beau, mais les couvertures, c'est du cartonné, c'est hyper fragile, c'est très dur à conserver, vraiment c'est une galère. J'en ai déjà un qui s'est pris un petit jeton, ça me fait très peur de devoir les transporter pour les ramener jusqu'à ma grosse bibliothèque. Donc voilà, c'est le petit hic aussi de ces trucs là. Mais le dessin est top, c'est des mecs qui ont des trucs à raconter. Et c'est vraiment des mecs qui ont revisité Batman, Scott Snyder et Greg Capullo. Super run. Commencez par lire La Cour des Hiboux, si vraiment ça vous plaît, vous pourrez vous pencher sur la suite. Bon les amis, c'est tout pour ce mois-ci. Je reviens très vite pour mon top et mon flop film de l'année 2019. C'était une super année de cinéma, vous allez voir, j'ai plein de trucs à dire en bon ou en mauvais. J'espère vraiment que ça vous plaira. Et puis on se revoit très vite sinon pour un épisode de mes trucs préférés du mois de janvier 2020. Bonne année à tous, à plus.